Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Cap Amérique, entièrement dédié cette semaine à l'élection américaine. Les compteurs, ça y est, sont activés. Dans moins d'un an maintenant aura lieu le rendez-vous politique le plus attendu des États-Unis. J'ai nommé la course à la Maison-Blanche. Et ce sera le 5 novembre 2004. Rendez-vous est donné. Les Américains seront convoqués dans pas moins de 50 États pour élire le 47e président des États-Unis. Elle pourrait bien être un habitué du poste. Voyez un peu ce sondage diffusé par CNN qui donne Donald Trump à 49% devant Joe Biden, 45% si l'élection se tenait ce même jour. C'est notre chiffre de la semaine forcément. Résultat désastreux pour le président américain. Ce week-end déjà, le New York Times annonçait le retour de l'ex-locataire de la Maison-Blanche aux commandes. L'ancien président l'emporterait grâce aux États clés aujourd'hui. Acquis à sa cause, regardez. Il est grand favori pour l'investiture républicaine. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, cherchait ce samedi en meeting à disqualifier ses adversaires pour la présidentielle à venir. Dans son viseur notamment, l'actuel président Joe Biden. Vous auriez des millions de personnes en vie à ce moment même si l'élection n'avait pas été truquée. L'Ukraine, Israël, l'attaque n'aurait jamais eu lieu. Tous ces gens seraient en vie. Les villes seraient prospères. À un an de la présidentielle, un match retour entre Donald Trump et Joe Biden est déjà annoncé. Selon un sondage publié ce dimanche, l'ancien président républicain est même en tête dans 5 swing states. La candidature de Joe Biden, 80 ans, ne prend pas. Jugé trop vieux pour se représenter, son bilan économique et sa politique à l'international concernant l'Ukraine ou le conflit israélo-palestinien notamment ne vont pas en sa faveur. Face à lui, Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite de 2020, lui qui est inculpé dans une multitude d'affaires et risque même des peines de prison. Ils devront répondre sur leur manière de gouverner en tant que président des États-Unis. Actuellement, le président Biden est toujours en fonction. Mais le président Trump ne veut pas se présenter comme un outsider qui n'a pas d'antécédents et qui est en colère contre le système, car il en a fait partie. Une majorité d'Américains voudraient voir d'autres candidats faire face aux deux anciens présidents. Une opinion publique lassée par les deux grands partis traditionnels. Les deux candidats ont une cote de popularité inférieure à 50%. Donc ça sera très intéressant de voir quel sera l'impact sur les résultats. Mais à un an de la présidentielle, rien n'est fait. Avant l'élection du 5 novembre 2024, Joe Biden et Donald Trump vont devoir passer par la case primaire de janvier à juin prochain. Voilà, on va tenter de décrypter, de lire dans la boule de cristal. On est à un an, on en parle avec vous. Bonjour, John Safford, professeur à Sciences Po. Vous êtes par ailleurs américain, donc extrêmement bien concerné par l'événement. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est on va rejouer le précédent scénario, celui de 2020. Comment est-ce que ça s'explique, vu d'ici, en Europe, en France? C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On dit, c'est l'échec de qui? C'est le résultat de quoi? Comment est-ce qu'on en arrive là? La première chose, c'est en fait, bien sûr, le président actuel, il a beaucoup de pouvoir d'utiliser son pouvoir, de se présenter et en fait de jeter les autres qui veulent se présenter. Trump, il n'est pas le président actuel, mais il a gardé beaucoup de le pouvoir de le président. Donc, en fait... il ne laisse pas la place aux autres, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a eu des tentatives, on a vu les échecs ces derniers mois. Il y a les échecs des derniers mois, il y a les autres qui sont candidats sur le côté républicain, mais ils sont... en fait, ils ont décidé de ne pas attaquer Trump directement, et il a beaucoup de raisons pour faire ça. Voilà, Trump l'intouchable, on serait tenté d'ajouter. Un peu, oui. Sauf que la route, quand même, elle va être longue. Il y a une année qui va s'écouler, il va y avoir des primaires, évidemment, et puis il va y avoir des procès, notamment. On va les suivre, évidemment, avec beaucoup d'attention ici. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri de surprises, finalement? Ouais, bien sûr, c'est possible. Il y a du monde maintenant qui a demandé Biden de ne pas se présenter, en fait. Et il reste très peu de temps pour Biden de faire cette décision. Mais aussi, bien sûr, on a le processus judiciaire. C'est absolument possible que Trump va tomber à cause de ça. Et donc, oui, il y a beaucoup de chances des surprises pendant l'année qui suit. Ça, vous y croyez vraiment en tant qu'Américain? C'est vrai qu'on a vu jusque-là que les affaires judiciaires avaient plutôt eu tendance à booster sa cote de popularité. Absolument.
Avec la base, avec les gens qui sont vraiment soutiens de Trump. Et bien sûr, il y a une plupart des gens dans le centre qui ne sont pas très branchés, qui regardent à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans la politique. Et donc, ils regardent ça, ils pensent, OK, peut-être il y a quelque chose, mais peut-être c'est quelque chose politique contre Trump. Et donc, ils ne sont pas décidés maintenant qu'est-ce qui se passe avec le système judiciaire contre Trump. Mais si Trump est vraiment trouvé coupable, particulièrement dans les événements du 6e janvier, la prise du Capitole, l'assaut contre le Capitole. La prise du Capitole, oui, ça sera peut-être vraiment un problème pour Trump, particulièrement avec les gens qui ne sont pas les vrais soutiens, qui sont sur le... Les durs, ceux qui l'ont toujours soutenu. Alors, peut-être d'autres sujets aussi qui pourraient changer la donne, comme à chaque élection, les Américains vont voter selon une logique bien établie, celle des sujets qui pour eux comptent, économie, politique internationale, sujets de société aussi. La question du droit à l'avortement sera sans conteste l'un des sujets déterminants. L'État de l'Ohio, dans le Midwest, est d'ailleurs appelé à se prononcer ce mardi sur l'inscription ou non dans sa constitution du droit à l'IVG. Voyez un peu notre image de la semaine. Le soulagement affiché sur les mines des défenseurs du droit à l'IVG à l'annonce du résultat favorable, donc vous l'aurez compris. Un scrutin test qui devrait permettre aux deux camps d'ajuster leur stratégie nationale sur cette question centrale. Laura Roudot. Scène de joie à Columbus mardi soir. L'Ohio a dit oui à l'inscription du droit à l'avortement dans sa constitution. Une victoire du camp démocrate dans un État aux mains des républicains. Les habitants de l'Ohio peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils ne se verront plus jamais refuser des soins médicaux. Ils ne seront plus jamais obligés de quitter leur État pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Jamais, jamais. À l'été 2022, la Cour suprême a cassé l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait le droit fédéral des Américaines à interrompre leur grossesse. La question du droit à l'IVG est revenue aux États. Plusieurs l'ont restreint ou interdit, d'autres l'ont renforcé. Depuis, même tendance à chaque référendum local. Les électeurs américains rejettent les mesures extrémistes sur le droit à l'avortement, même dans des États conservateurs comme au Kansas. Et le camp démocrate, lui, remporte de nombreux scrutins. Illustration mardi au Kentucky, le gouverneur démocrate a été réélu dans un État pourtant ultra-conservateur. Je vais travailler aussi dur que possible pour chacun d'entre vous. Alors de la part de la famille Béchir, à toutes les familles du Kentucky, nous vous aimons. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. En Virginie, les démocrates ont conservé le Sénat et ont remporté la Chambre. Ils ont donc le contrôle de la législature et comptent empêcher l'adoption d'une loi voulue par les républicains, interdisant l'avortement après 15 semaines. Faire campagne en faveur du droit à l'IVG, un atout pour les démocrates. Et ça, le président Joe Biden l'a bien compris. Et on a fait un véritable référendum pour ou contre Donald Trump. À travers le pays ce soir, la démocratie a gagné et les Trumpistes ont perdu. Les électeurs élisent les sondages non, maintenant tous ensemble pour gagner l'an prochain. Si certains républicains prônent l'interdiction totale, Donald Trump, lui, plaide pour un compromis sur l'IVG, visant à ne l'autoriser qu'en cas de viol, d'inceste ou de risque pour la vie de la mère. La question de l'avortement, un enjeu de taille à l'approche de la présidentielle de 2024. Les démocrates et les républicains ont un an pour ajuster leur stratégie nationale sur cette question. Sean Safford, au-delà de la victoire que viennent de remporter les défenseuses du droit à l'IVG, le résultat est quand même assez intéressant. On imagine que les démocrates vont s'engouffrer dans la brèche et faire de ce sujet finalement leur étendoir électoral, non ? Je crois, oui, que c'est un sujet très important. Parce qu'en fait, comme on a dit, Biden, il y a un problème d'enthousiasme maintenant parmi les lecteurs généraux. Mais le sujet qui motivait la plupart le soutien de Biden, les démocrates, c'est absolument la question de l'avortement. Et ce n'est pas que les démocrates, c'est en fait beaucoup dans le centre et en partie aussi les femmes, particulièrement républicaines. On a vu Joe Biden immédiatement applaudir d'ailleurs ce résultat dans l'Ohio. C'est dire à quel point ça compte politiquement.
Comment vont se positionner les Républicains? Ils vont faire comment? C'est intéressant, ils sont un peu coincés. En fait, depuis les années 80, ils ont utilisé la question de l'avortement, mais en fait, c'était une question où ils peuvent pousser très fort, mais en fait, à cause de la décision de la Cour suprême, il n'y a pas un choix. Okay? Donc, il peut pousser très fort, mais en fait, maintenant, il peut pousser et maintenant, il comprend, oui, en fait, on est un peu coincé avec cette décision parce que c'est pas populaire. Une question piège pour les Républicains, on l'aura compris. Une autre question, un sujet qui a déjà commencé à s'imposer dans les débats, c'est la situation au Proche-Orient. On a vu le soutien sans faille affiché, réitéré de Joe Biden en direction d'Israël. Ça pose question, le discours du président américain ne passe plus auprès d'une partie de la population américaine aujourd'hui. Ça pourrait lui poser problème? C'est une question très compliquée et intéressante. Pour la plupart des Américains, ils comprennent, ils pensent que la guerre en Israël, c'est une guerre contre le terrorisme. C'est pour la plupart. Mais il y a une partie des jeunes, particulièrement, qui a l'idée, qui a un narratif que, en fait, c'est une question israélienne contre les Palestiniens. Donc, c'est encore une question d'enthousiasme. Si les jeunes n'ont pas d'enthousiasme, ils ne sont pas motivés pour voter pour Biden, c'est un vrai problème. Ils se soutiennent de Biden, ils ne sont pas pour Trump, mais la question c'est est-ce qu'il va dans le jour pour voter pour Biden s'ils sont démotivés à cause de la question, pas que le Moyen-Est, aussi l'environnement, tout ça. Mais bien sûr aussi, pas très grande partie des voteurs américains qui sont musulmans. Il y a un grand partie de musulmans en le Michigan. Et en fait, Michigan, c'est un État très important cette année pour l'élection. Donc, peut-être ça va changer la balance. On pourrait entendre parler du vote musulman donc, cette année, si je vous suis bien, après les votes latinos notamment. Merci beaucoup. Sean Safford, c'est déjà la fin de ce numéro spécial. On aura évidemment l'occasion de reparler de cette élection américaine dans un an maintenant. Rendez-vous est pris. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. Who's the Cuban, un groupe RFI Talent. Découvrez en live le titre La Tortuga, extrait du nouvel album intitulé Pafata.